A24 News, bienvenue. Et oui, l'échiquier international part pour une nouvelle saison après des mois d'absence. Vous l'avez réclamé, le rendez-vous est bien là. Il sera quasi quotidien. Mais comment donc nous faire pardonner pour ces mois d'absence? Eh bien, rien de moins que de partir de plus belle, monter encore en qualité, toucher davantage de sujets de fond, des analyses fignolées par nos soins et proposer d'autres pistes de réflexion avec des invités de marque, tout ça pour vous. Bref, vous connaissez la formule. Et pour le premier numéro de cette saison, on va décortiquer ce rendez-vous du 38e sommet de l'Union africaine. Ça s'est passé à Addis Abeba. Et cette victoire en mouchoir de poche de l'Algérie, l'Algérie qui a obtenu le poste de vice-président à la Commission de l'Afrique. On l'a vu hier, on a festoyé en liesse, on a fêté la victoire de la diplomatie africaine. On va parler de tout ça, mais également de l'aspect sécuritaire, du financement de l'Union africaine et également du continent africain avec notre invité du jour. C'est tout de suite. C'est aujourd'hui le dernier jour du 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. L'exécutif africain a opéré quelques changements à la tête de son organigramme politique, des nouveaux arrivants, des sortants, on va en parler. On le sait maintenant, la vice-présidence de la Commission échouera donc à l'algérienne et à l'Algérie, on va en parler. On tablera ce soir également sur l'aspect sécuritaire, le financement. Une Afrique qui se réunit, c'est d'abord en principe une Afrique articulée autour d'un continent, d'un message et peut-être d'une politique commune, n'est-ce pas? Hamzat Boukari Yabara, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre invitation et pour l'attention pour ce 38e sommet de l'Union africaine. Justement, on voulait en parler avec vous, Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur et surtout militant panafricaniste. Vous avez suivi avec nous le 38e, sans doute le 38e sommet de l'Union africaine. Alors rapidement, Mahamat Ali Youssef, élu donc président de la Commission africaine, c'était hier, qui était ministre des Affaires étrangères de Djibouti depuis 2005. Il a succédé à Moussa Faki Mahamat et le nouveau président sera épaulé par l'Algérienne. Il s'agit de Selma Malika Haddadi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les défis ne manquent pas pour la nouvelle équipe à la tête de la Commission de l'Union continentale. Qu'en pense l'observateur africain et panafricaniste que vous êtes ? Écoutez, la première des choses, ce sera de faire exister la Commission de l'Union africaine face à l'Assemblée des chefs d'État, puisque le fonctionnement de l'Union africaine, c'est d'avoir des commissaires, donc différents portefeuilles, qui sont chargés de traiter un certain nombre de dossiers. Donc, ce sont généralement des diplomates, et c'est le cas donc de Monsieur Youssouf, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères. Donc, ce sont souvent des diplomates qui occupent cette fonction et doivent faire face à des chefs d'État qui généralement ont été décisifs dans l'élection au niveau donc des portefeuilles de la Commission, mais qui ont un agenda différent. Donc le premier défi, ce sera de donner à la Commission de l'Union africaine une véritable existence. On a vu sur ces deux mandats Moussa Faki Mahamat représenter l'Afrique à un certain nombre de rencontres internationales, sans qu'on sache exactement qui il représentait au titre de l'Union africaine. Donc l'un des premiers défis, ce sera, je pense, de donner une vraie identité politique à cette Commission, la faire exister, la faire travailler avec les nouveaux profils et les nouveaux agendas en place, effectivement traiter un certain nombre de questions, puisque les candidats, les élus donc dans cette nouvelle commission qui sera officiellement mise en place le 15 mars ont été élus sur un total de 48 votants. Et comme vous le savez, nous avons 54 États en Afrique, ce qui signifie que 6 États sont suspendus. Donc la question aussi de la réintégration de ces États comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Gabon ou la Guinée notamment, doit se poser. Il faut aujourd'hui réunir l'intégralité des États du continent africain qui n'ont pas tous été présents à Addis Abeba, faire en sorte que la Commission puisse se donner un agenda et des objectifs clairs face à des chefs d'État qui n'ont pas forcément la même durée
de vie au pouvoir. Donc il y a un enjeu qui se pose au niveau de la pertinence de l'organisation continentale dans un moment où elle est assez contestée par différentes évolutions qui ont lieu au niveau des sociétés civiles, au niveau des jeunesses africaines, qui n'ont pas forcément les jeux de coulisses et les jeux de pouvoir que l'on voit aujourd'hui à Addis Abeba. Alors, on va parler de tous ces sujets, naturellement, Hamzat Boukari Yabara, mais avant de poursuivre notre échange, je vous propose de faire un peu connaissance avec la désormais vice-présidente de l'UA, Selma Malika Haddadi. On revient tout de suite après. Je voudrais dire que cette victoire, peut-être qu'elle cristallise, mais en réalité, elle n'est qu'une continuation parce que l'Algérie est un membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine. Et l'Algérie a toujours contribué avec des hommes et des femmes pour l'œuvre continentale à travers sa contribution à la libération des pays africains et sa solidarité à travers sa contribution au développement dans un esprit tout à fait solidaire des autres pays africains, à travers sa coopération, à travers ses projets de développement qui ont un prolongement africain. Tout cela traduit vraiment une politique qui est cohérente à travers les décennies. Et surtout, cette politique a trouvé son expression la plus active sous la direction avisée de Monsieur le Président de la République, qui a su donner l'impulsion, qui a su donner la direction et l'orientation vers notre continent de l'Algérie, notre environnement naturel, notre espace et notre prolongement géostratégique. Et si l'Afrique est développée, si l'Afrique est en paix, si l'Afrique est stable et intégrée, l'Algérie aura gagné. Alors, Hamzat Boukari Yabara, on va tenter de faire amplement connaissance avec ce nouveau visage, peut-être de l'Union africaine. On l'a dit, le Djiboutien et diplomate Mahamoud Ali Youssef, 59 ans, est nommé président de l'UA. Les observateurs et les journalistes spécialisés durant ces jours ne misaient pas trop sur son élection. Il n'était pas favori. Est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise de le voir élu finalement au sommet de l'UA ? Alors, d'une certaine manière, oui. Alors, il y avait une candidature commune des pays de la SADC autour du candidat malgache, mais qui a été éliminé. Et ensuite, pour les deux autres candidats, Oginga Odinga et Monsieur Ali Youssouf, il n'y avait pas forcément de consigne de vote. Donc, ils ont fait un travail de diplomatie à l'échelle continentale pour allier les suffrages nécessaires, donc qui ont permis finalement au candidat djiboutien de l'emporter finalement assez largement, avec 33 voix sur 48. Et il faut bien comprendre qu'on a surtout un diplomate chevronné, ça fait 20 ans qui gère la diplomatie de Djibouti, qui est un pion stratégique et géostratégique très important pour le continent africain, mais même pour le monde entier, du fait notamment de toutes les bases militaires étrangères qui sont présentes là-bas. Il participe à un certain nombre de médiations stratégiques depuis également 20 ans, notamment au niveau du Soudan. Donc il a pu montrer ce dont il était capable en tant que médiateur et négociateur. Et enfin, on sait que Djibouti, pour les puissances bailleurs de fonds de l'Union africaine, donc notamment les puissances occidentales, c'est un point stratégique. Et donc avoir effectivement l'ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti à la tête de la commission de l'Union africaine, ça permet quelque part de maintenir, je dirais, un lien entre ces puissances extra-régionales et la politique continentale africaine. Mais je pense qu'il faut quand même souligner le fait que on était dans une élection à la Commission où le poste était réservé à l'Afrique de l'Est. Donc on est sur ces modèles donc de postes tournant par région. Et je pense que les trois candidats avaient chacun des avantages et des inconvénients. Mahamoud Ali Youssouf pourra faire par la suite, en sachant que c'est aussi intéressant de voir la tête de la Commission de l'Union africaine occupée par ce qu'on appelle entre guillemets un petit pays.
Djibouti, c'est important de rappeler à tout le continent africain que Djibouti fait partie de l'Afrique et qu'il faut aujourd'hui aussi regarder ce qui se passe à Djibouti pour voir dans quelle mesure cela sera intéressant, porteur et bénéfique pour l'ensemble du continent africain. Alors regardons, si vous voulez bien, ce qui se passe un peu à Djibouti. Djibouti, ce pays stratégique de la Corne d'Afrique, c'est 6%, à peu près 6,5% de croissance selon la Banque mondiale. Également, il y a plusieurs bases étrangères. Est-ce que ces données, est-ce que ça a joué concrètement pour la victoire du désormais président de l'UA? Est-ce que c'est cette stabilité, cette croissance et peut-être aussi ce lien avec l'Occident via les bases étrangères, est-ce que ça a aussi pesé finalement pour la victoire? Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on est dans une période où on voit les bases militaires étrangères, notamment françaises, quitter le continent africain et voir effectivement la Commission de l'Union africaine échoir au candidat d'un pays dans lequel il y a le plus grand nombre de bases militaires étrangères en Afrique, peut surprendre. Ça peut paraître effectivement très paradoxal et très contradictoire avec certaines dynamiques qu'on voit dans d'autres régions du continent africain. Maintenant, le cas de Djibouti, c'est également, je dirais, un pouvoir qui est présent depuis très longtemps. Donc, on n'est pas non plus dans des dynamiques d'alternance. Donc là aussi, on peut s'interroger sur la manière dont la diplomatie continentale est en dissidence avec, je dirais, les politiques nationales. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. L'Union africaine est un placement, un investissement dans la diplomatie des États. Et dans bien des cas, ils ont une logique continentale qui est assez contradictoire, voire contraire avec les politiques nationales. Donc il faudra voir dans quelle mesure tout cela va se manifester, se concrétiser. On l'a vu précédemment avec Moussa Faki Mahamat, qui était donc tchadien. Et on voit aussi comment le Tchad aujourd'hui a évolué. Donc on verra dans quelle mesure Djibouti va, je dirais, cristalliser un certain nombre de regards et poser aussi la question de l'ouverture démocratique au niveau même de Djibouti, vu que l'Union africaine est censée quand même être une institution qui promeut la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance et aussi le développement économique. Alors, vous parliez à l'instant d'un paradoxe sur le sujet ou le dossier des bases étrangères en Afrique. Quand certains pays sommaient les anciennes colonies de plier bagages, pourquoi, selon vous, Djibouti continue à maintenir ses bases sur son sol? Il y a des enjeux économiques d'une certaine manière. On sait que la présence de ces bases participe aussi d'une certaine manière à la croissance, c'est-à-dire que le secteur militaire est un secteur de croissance économique. Il y a l'allocation des bases, des infrastructures, donc il y a un enjeu, je dirais, financier. Il y a également un maintien quelque part du pouvoir en place, puisque je pense que le président de Djibouti est lié quelque part à la présence de ces bases militaires qui assurent aussi la stabilité de Djibouti. Ça pose également la question de la souveraineté même de Djibouti qui ne s'appartient peut-être plus totalement du fait justement de cet emplacement stratégique qui rend important le contrôle du passage maritime par les puissances occidentales. Et enfin, je dirais qu'il y a la question d'une géopolitique régionale qui vise effectivement à faire au niveau de la Corne de l'Afrique de Djibouti peu le porte-avions de toutes les armées occidentales, et en même temps un point de confrontation vis-à-vis justement je dirais des zones de tension que l'on peut voir dans toute la Corne de l'Afrique, mais également au niveau donc de la mer Rouge ou du Yémen. Donc il y a effectivement une enclave militaire qui est présente à ce niveau-là et qui est internationalisée. Alors, Hamzad Boukari Yabara, après Djibouti, j'aimerais qu'on parle du Kenya. Kenya, mot rapide sur l'ancien favori pour l'UA, le Kenyan Raila Odinga, favori il y a encore quelques semaines par le soutien de nombreux pays africains, dont le président du Kenya, William Ruto. Raila Odinga est un opposant historique au Kenya. Est-ce que son retour dans le pays pourrait relancer une certaine rivalité avec le gouvernement en place sur fond de crise du dollar? Rapidement. Écoutez, sa candidature à la présidence de la Commission a été soutenue par son gouvernement. Les autorités kenyanes ont mis les moyens dont elles disposaient pour l'accompagner. C'est peut-être pour l'éloigner aussi.
Oui, c'est sans doute pour l'éloigner. Après, je pense qu'il est toujours présent, mais je ne pense pas qu'il pourra véritablement revenir dans le jeu politique actuel du Kenya, en tout cas en tant qu'opposant. Maintenant, il faudra voir quelle sera effectivement la suite de sa carrière. Alors les défis, on revient sur l'agenda éventuel de l'UA. Les défis ne manquent pas, on l'a dit, pour la Commission de l'Union africaine avec la crise sécuritaire en RDC. Est-ce que la Commission de l'Union africaine, selon vous, a une marge de manœuvre palpable pour faire taire les armes, voire au-delà, solutionner une crise oui, on va le dire clairement, entre le Rwanda et la RDC, disons-le clairement. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a un enjeu d'influence qui se joue à l'échelle continentale. Paul Kagame était présent à Addis Abeba. Il a présidé notamment une réunion sur la question de la santé. Il a rencontré la première ministre de la Barbade, qui était une invitée exceptionnelle. La RDC a été représentée par sa première ministre, qui a boycotté, je crois, la photo officielle pour ne pas apparaître aux côtés de Kagame. Il y a eu des discours d'ouverture, notamment du secrétaire général des Nations Unies, qui ont rappelé la crise au Congo, mais également au Soudan. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est sur des pourparlers d'abord qui ont lieu à Nairobi d'un côté et à Luanda de l'autre, et qu'on est dans une crise qui reste encore au niveau des communautés régionales, donc la SADC et l'EAC principalement. Mais on est dans ces logiques de subsidiarité où on demande toujours aux organisations régionales de traiter les dossiers à leur niveau avant qu'ils arrivent à l'échelle continentale. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, on va prendre conscience que la question du Congo, la question du Soudan sont des questions d'envergure continentale et qu'il faudrait peut-être mettre en place un vrai sommet spécial sur la résolution de ces crises qui traversent le continent africain, dont celle du Congo depuis déjà un certain nombre de décennies. Alors, autre problématique sur le dossier de la Commission africaine, vous l'avez dit tout à l'heure, 6 pays suspendus pour des changements, entre guillemets, politiques ou anticonstitutionnels, 6 pays qu'on ne va pas nommer. Alors, on les retrouvera aisément pour ceux qui chercheront un tout petit peu. Alors, comment débloquer cette situation ? En fait, l'Union africaine a un protocole qui refuse de reconnaître les régimes issus du coup d'État, notamment militaire, ou en tout cas de changement de pouvoir anticonstitutionnel. Donc, ce qui est attendu, c'est que les pays concernés reviennent effectivement dans des procédures constitutionnelles validées au niveau de l'Union africaine. Je ne pense pas qu'il y aura, d'exception particulière. Donc cette réintégration se fera sans doute lorsque les États concernés se mettront en accord avec les textes de l'Union africaine qui sont toujours effectivement un peu à géométrie variable, puisque dans d'autres cas, il y a une capacité de l'Union africaine à passer outre des changements ou des modifications de constitution. Donc ça fait partie, je pense, de la ligne classique de l'Union africaine, d'avoir effectivement suspendu ces États le temps qu'ils reviennent à une fin de transition ou un ordre constitutionnel que les États d'ailleurs en question n'ont jamais forcément totalement rejeté. Dans certains cas, il y a des élections qui sont prévues pour je crois, cette année. Donc on peut penser qu'au prochain sommet, ces États-là devraient être revenus dans le giron de l'Union africaine. Entre-temps, il faudrait que l'Union africaine mène aussi des médiations, des rencontres avec les autorités des États concernés pour voir effectivement comment les accompagner dans leur réintégration dans l'organisation continentale. Alors, on va évoquer un autre sujet qui va un peu interpeller, qui va sans doute interpeller le militant panafricaniste que vous êtes. La quasi-programme d'aide à l'UA sont portés et financés par l'extérieur, notamment l'Union européenne. Et on le sait, la main qui donne impose forcément les orientations et les programmes, en tout cas les urgences de l'Union africaine. Comment parler d'une Union africaine solidaire quand on n'a pas une indépendance financière ? Écoutez, la question du financement de l'Union africaine, c'est une vieille question. Effectivement, pendant un certain temps, on a quelques pays africains qui prenaient en compte le financement des pays défaillants. On a eu
Muammar Kadhafi, qui est quand même l'un des principaux, si ce n'est le grand architecte de l'Union africaine entre 1999 et 2002, qui aussi avait mis des moyens avec des fonds souverains libyens. Mais aujourd'hui, effectivement, la question du financement se pose, et c'est ce qui amène des intermédiaires non africains à se positionner dans cette institution, à jouer des jeux d'influence qui ne vont pas forcément dans la priorisation des intérêts africains. Donc effectivement, la question du financement se pose. L'Union africaine doit être en mesure de se doter des moyens de sa politique et ne pas être constamment dépendante des entre guillemets partenaires étrangers. La CEDEAO, par exemple, la CEDEAO a des mécanismes de financement propres. Par exemple, on met l'accent sur un prélèvement communautaire sur les importations et les exportations pour avoir une marge de manœuvre beaucoup plus conséquente. Alors, dans le cas de l'Union africaine, sur le point de départ, c'était ça. On était sur de la péréquation et des cotisations, plus des cotisations exceptionnelles, avec des pays qui ont des retards réguliers de cotisations, sachant que tous les États africains sont également dans des communautés économiques régionales comme la CEDEAO. Et donc, très souvent, ils vont davantage cotiser dans la communauté économique régionale qu'au niveau de l'organisme continental. Ensuite, on a un certain nombre de pays qui, je dirais, s'autonomisent peut-être du financement de l'Union africaine, qui, agissent au niveau de l'Union africaine sur leur fonds de leur propre diplomatie, plutôt que de contribuer au budget même de l'Union africaine. Laquelle a été aussi parfois accusée d'avoir une gestion de ses finances qui n'était pas à la hauteur des attentes. Donc il y a tout ce travail à faire. Il y avait eu un travail d'audit du temps de la mandature de Moussa Faki Mahamat. Il y a un besoin de transparence au niveau effectivement du financement de l'Union africaine parce qu'on est dans une ère de lobby, on est dans une ère de jeu d'influence et de corruption. Et il est important qu'une institution de cette nature soit préservée de toute forme de corruption, notamment venant de puissances étrangères qui tenteraient d'imposer leur politique ou d'imposer leur agenda. Alors le sommet de l'Union africaine portait sur les réparations, la facture de l'histoire, on va le dire comme ça, sujet majeur. On écoute à ce propos le président des Comores, Azali Assoumani. On revient tout de suite après. L'Afrique a besoin d'être réparée par la colonisation et l'esclavage. Nous allons lutter pour ça, mais avant tout, il faut qu'on se rassemble, qu'on soit ensemble pour essayer de lutter contre l'insécurité, contre le terrorisme, être ensemble et puis aborder nos partenaires, parce que maintenant, c'est des partenaires, mais effectivement, ils nous doivent beaucoup par rapport au passé. Dans ce côté-là, on est en train de travailler. D'ailleurs, le tome cette année a été rédigé. On va le débattre tout à l'heure. Et de ce côté-là, rassurez-vous qu'on va y aller. On va y aller. Pour aller dans le sens à ce qu'ils nous réparent les dégâts commis, aussi bien dans le cadre du colonialisme, de l'esclavage, et puis aussi il y a un pays qui s'appelle le Comores qui n'a pas encore fini sa décolonisation, et là on doit lutter pour ça. Hamzat, on le sait, cette question des réparations, elle est à la fois lancinante, urgente et traverse tous les pays africains. On en est à la fois proche et éloigné. On a l'impression que lors de cette réunion, cette question a été un peu marginalisée, ou en tout cas drapée par des approches beaucoup plus politiciennes pour forger un exécutif. Alors, la question des réparations, elle a été exposée au sommet par la première ministre de la Barbade. La Barbade, c'est un État dans la Caraïbe qui est membre de la CARICOM et qui est l'un des États les plus avancés sur la question des réparations. Et donc, Mia Mottley, la première ministre de la Barbade, a expliqué l'importance des réparations, l'importance de la justice climatique. Et l'enjeu, c'est que les États africains, l'Union africaine, se coalisent avec la communauté des États de la Caraïbe pour porter ce projet des réparations, cette politique des réparations. Donc là, c'est pour moi une réalisation du panafricanisme qui doit se faire autour de la question des réparations, mais il faut adopte une ligne commune d'Alger au Cap, de Dakar ou même de Praia à Dar es Salaam ou à Antananarive ou aux Seychelles sur cette question des réparations. Et donc c'est ce qui sera l'enjeu, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a des commissions qui vont travailler dessus. Il y a l'État du Ghana, la République du Ghana, qui avait déjà accueilli au titre de l'Union africaine un certain nombre de sommets et qui a produit des déclarations qui peuvent servir de base pour avancer
sur le dossier des réparations. Il faudrait maintenant que l'Union africaine, effectivement, nomme un envoyé spécial sur la question des réparations qui coordonne un petit peu cette problématique au niveau des États africains, au niveau des États de la Caraïbe et au niveau de la diaspora qui est également directement concernée par cet enjeu. Alors, Hamzat Boukari Abara, dernière question, je la pose directement aux militants que vous êtes, le militant panafricaniste. Est-ce que ce qui se joue en Afrique est ce fameux combat entre la recolonisation et la libération, ou on le dira d'une autre manière, entre le mondialisme et le souverainisme? Bref, est-ce que c'est ça qui est en jeu actuellement? Ce qui se joue chaque jour, c'est l'unité du continent africain. C'est la capacité de ce continent à retrouver sa cohésion, à rassembler tous ses enfants, ses filles, ses fils, qu'ils soient sur le sol du continent ou à l'extérieur, et à porter un projet de renaissance africaine. C'était déjà le mot d'ordre il y a une trentaine d'années de Nelson Mandela. Il faut aller vers cette renaissance africaine et ça passe par une souveraineté continentale et des États-Unis d'Afrique, comme le disait déjà Kwame Nkrumah en 1963. Donc, on a pris du retard, mais c'est lié au fait que l'unité africaine est quelque chose d'extrêmement important et précieux et qui menace aussi un certain nombre d'intérêts. Mais j'ai bon espoir qu'on y arrive parce que nous avons des compétences, des hommes et des femmes qui travaillent pour y arriver, que ce soit à Addis Abeba, ou un peu partout sur le continent africain et dans la diaspora. Et voilà, on conclura avec cette note positive signée Hamzat Boukari Abara. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes historien, auteur et militant panafricaniste. Je vous dis à bientôt et encore merci. L'échiquier international s'achèvera là pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Al24.